Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir au sein de ce colloque. Aujourd'hui, je vais vous parler du végétal au service de la promotion des destinations insulaires. Dans le cadre de notre thèse de doctorat qui s'intitule Analyse sociolinguistique des représentations de la Réunion dans les discours de promotion touristique, nous avons analysé un corpus de discours endogènes et exogènes. Nous avons donc travaillé sur plus d'une douzaine de guides touristiques, sur des brochures et affiches publicitaires, mais aussi sur des contenus en ligne, avec des films promotionnels, des sites internet de promoteurs locaux ou encore leur compte Instagram. Cette recherche pluridisciplinaire s'inscrit dans une démarche sociolinguistique principalement, mais afin d'établir un état des lieux de cette question, nous avons également dû faire appel à certains outils des sciences de l'information et de la communication et de la géographie. Cette communication s'appuie ainsi sur un corpus constitué de textes issus de 3 guides touristiques, publiés en 2018. Le Petit Futé, le Géoguide et le Lonely Planet. Dans un souci d'hétérogénéité et d'exhaustivité des discours, nous analyserons également des discours issus de promoteurs locaux. Nous tâcherons donc de répondre à différentes interrogations. Quelle est la place de la flore tropicale dans la promotion touristique de l'île? De quelle façon les discours touristiques participent-ils à la cristallisation d'une représentation post-coloniale du territoire par le biais du végétal? Enfin, comment l'identité de la destination, héritée de son passé colonial, est-elle mise en avant dans les discours sur son végétal en créant ainsi un clivage entre l'ici et l'ailleurs. De prime abord, nous allons évoquer la contextualisation de notre recherche et les particularités du discours touristique sur les anciennes colonies, ce qui nous permettra enfin d'étudier la place du végétal au sein de ces discours. Il y a 3 millions d'années, dans l'océan Indien, est née l'île de la Réunion, de l'éruption volcanique du Piton de la Fournaise et du Piton des Neiges. Elle est la plus jeune des îles de l'archipel des Mascareignes, avec l'île Maurice et Rodrigue. La Réunion est éloignée à plus de 10 000 km de distance de l'Hexagone. Elle se situe au nord du tropique du Capricorne. L'érosion active donne à l'île de divers reliefs très accidentés. 3 cirques habitent le cœur de la Réunion, Mafat, Sillaos et Salazie. D'ailleurs, l'île est généralement divisée en 2 parties, dénommées les hauts et les bas. À propos de son histoire, on retient que les Français prennent possession de l'île en 1642 et la baptisent l'île Bourbon au nom du roi Louis XIII. En 1663, 2 Français et 10 serviteurs malgaches débarquent dans l'ouest de l'île, à Saint-Paul. 4 navires sont ensuite envoyés sur l'île avec la création de la Compagnie des Indes orientales par Jean-Baptiste Colbert en 1665. C'est ensuite avec le développement de la culture du café que l'île connaît un bouleversement économique vers 1715, ce qui signe le début de l'esclavage dans la colonie. Des découvertes botaniques ont d'ailleurs été faites à cette époque. Nous pouvons citer par exemple le cas de la vanille, dont la fécondation artificielle a été découverte par un esclave, Edmond Albius. En 1841, il a su distinguer les organes mâles et femelles de la plante. Après ce bref aperçu de la géographie et de l'histoire de l'île, nous allons évoquer la présentation de notre sujet. L'essence de la recherche a suivi la réflexion de Philippe Blanchet, qui affirme que la finalité d'une recherche est la production de connaissances nouvelles, soit par la description et la compréhension de phénomènes nouveaux ou non étudiés jusque-là, soit par une analyse et une interprétation renouvelée de phénomènes déjà étudiés. Notre démarche s'inscrit plutôt dans cette première option. En effet, le tourisme est une thématique de recherche pluridisciplinaire. On retrouve des travaux en linguistique, en sciences de l'information et de la communication, ou évidemment en géographie. Cependant, le discours touristique insulaire et surtout les discours touristiques sur la Réunion n'avaient jamais été étudiés. Nous nous sommes donc proposés d'établir un état des lieux de cette question. Au début de notre doctorat,
nous nous sommes appuyés sur une étude de Philippe Vialon et Dounia Gaham qui s'intitule « Territoire, culture et représentation, une approche communicationnelle des guides touristiques sur la Suisse ». Les auteurs mettent en avant l'idée selon laquelle il y aurait une polyphonie des discours touristiques sur un même pays et que les généralités, c'est-à-dire les parties introductives des ouvrages, portent fortement les marques de l'émetteur. Le discours exogène sur la flore réunionnaise que nous allons étudier aujourd'hui vient directement de ces généralités. Il serait donc intéressant de comprendre le lien entre la flore cristallisée par les promoteurs du tourisme et l'histoire coloniale de l'île. Pour El Hanani Mustafa et Taibi Oud Noussia, cet urbanisme colonial sans entrave vise différents objectifs politiques, économiques, sanitaires, idylitaires et esthétiques. Le premier est la séparation physique de la ville indigène et de la ville nouvelle. L'idée est de préserver l'aspect des villes indigènes, les monuments historiques et religieux, les vieilles murailles pittoresques, patrimoine formant un capital touristique considérable et constituant l'élément de décor de la ville européenne. Cette homogénéité du paysage colonial d'Afrique décrite par ces auteurs peut se retrouver dans le paysage insulaire. En effet, lorsqu'ils évoquent que la composante végétale des villes coloniales n'échappe pas à cette logique avec ses arbres d'alignement le long des grands boulevards, ses parcs et jardins publics, et l'introduction d'espèces ornementales dont la première fonction est d'ordre esthétique ou hygiénique, c'est ce que nous retrouvons dans les îles ayant un passé colonial comme la Réunion ou son île sœur, l'île Maurice, comme vous pouvez voir sur ces photographies. À partir de ce constat, la question de la représentation du végétal en contexte touristique semble donc être un sujet pertinent. Comme nous l'avons indiqué en introduction, notre thèse s'appuie sur un corpus composé premièrement de guides touristiques. Pour le cas de la Réunion, nous en avions 3. Petite parenthèse, nous pouvons déjà voir que le végétal trouve sa place dès la couverture des guides. Ici, un flamboyant pour le géoguide et une orchidée pour le Lonely Planet. Nous avons également étudié les discours numériques de promotion touristique à partir notamment du compte Instagram de l'IRT, l'île de la Réunion Tourisme, qui est le principal promoteur de l'île. L'analyse de 100 publications comprises entre le 30 novembre 2020 et le 11 mars 2021 a ainsi été réalisée. Cette recherche s'appuyait donc sur une observation ethnographique en ligne fondée sur l'étude descriptive et analytique des écrits numériques. Afin d'avoir une vision globale de la communication touristique de l'IRT, nous avons pris en compte les images, les textes de description et les emojis. Concernant les analyses de lexicométrie, nous avons utilisé le logiciel Sketch Engine, qui est un gestionnaire de corpus et un logiciel d'analyse de texte. Il permet différentes approches d'analyse plus fines, par exemple les co-occurrences pertinentes ou, comme l'indique Henri Béjoin, la possibilité de confronter la combinatoire de deux mots différents. Incidemment, cet outil est donc très utile pour étudier les synonymies potentielles. Il permet de constater qu'il existe en général des différences de comportement co-occurrentiel entre deux quasi-synonymes. Avant d'évoquer la place du végétal dans les discours de promotion touristique, il est nécessaire de passer en revue quelques particularités de ce discours. Les résultats de notre thèse mettent en évidence plusieurs remarques au sujet du discours touristique insulaire, notamment l'idée de l'exotisation du territoire. En effet, bien qu'elle soit un département français, la Réunion est représentée comme une destination étrangère. Les guides mettent en avant tous les éléments distinctifs et éloignent donc symboliquement l'île de la France hexagonale. Par ailleurs, le marché principal est métropolitain et représente environ 79% du volume global. Cet éloignement fait donc partie des stratégies de promotion. Le processus d'exotisation développé par les guides est mobilisé pour toutes les destinations insulaires
et relève d'un positionnement européocentré qui consiste à faire de l'Europe la norme. Les promoteurs locaux adaptent leurs discours à ceux de leurs homologues de l'Hexagone en adoptant les mêmes règles de fonctionnement général des discours touristiques et en reprenant les mêmes images stéréotypées. Il semble finalement que ces représentations soient étroitement liées à l'héritage colonial de l'île. Bien qu'il s'agisse d'arguments commerciaux destinés aux voyageurs européens, les discours touristiques tels que nous les connaissons aujourd'hui continuent de perpétuer des mécanismes de domination. À l'instar des expositions coloniales du XXe siècle, ces discours combinent à la fois une posture coloniale et phallocrate. Dans le cadre de notre étude comparative, nous avons analysé plusieurs discours de promotion touristique sur différents territoires. Le tableau suivant synthétise les différents guides axés sur des destinations insulaires qui composent notre corpus. Qu'elles soient françaises ou non, les guides du Petit Futé rangent ces destinations dans leur collection Country Guide, à l'instar de ceux sur le Mexique ou la Slovénie. Lorsqu'on évoque l'île, de manière générale, de nombreuses images viennent à l'esprit. Plages de sable fin, cocotiers, fruits exotiques ou encore les mélodies du créole, comme l'annonce le Petit Futé sur les Seychelles. Pour Bernard Andrieux, le désir d'ailleurs a justifié la quête d'exotisme à la manière de Victor Ségalen. La construction de l'étranger ne fait pas toujours partie de la prise de conscience du caractère colonial de la rencontre au soleil des autres cultures. De nombreuses thématiques se trouvent ainsi exotisées pour créer cette dichotomie entre un ici, la France hexagonale, et un ailleurs. Parmi ces thématiques, on retrouve par exemple la gastronomie, la faune, la flore et même la population locale. Finalement, la particularité du discours touristique insulaire demeure sa construction tout en binarité, entre l'ici et l'ailleurs, mais aussi entre l'autre et le même. La population locale est ainsi réifiée et devient un élément supplémentaire de la mise en tourisme de la destination. Les raisons sont variables. Leurs habitudes gastronomiques ou encore leurs pratiques culturelles par exemple, qui sont exacerbées par un appareil stéréotypique souvent empreint d'axiologie. Les femmes participent également à cette création de l'altérité avec des représentations qui ne correspondent pas à celles de la femme européenne. On trouve notamment deux figures de femmes dans les discours touristiques, la belle créole et la nourricière. Nous n'aurons malheureusement pas le temps d'en parler davantage, mais nous pourrons y revenir durant le temps des questions si cela vous intéresse. Comme nous l'avions mentionné plus tôt, dans ces discours, la flore devient également un argument touristique. Nous allons donc présenter les résultats de notre analyse consacrée à la place du végétal dans les guides. Notre analyse discursive à propos de la flore réunionnaise dans les guides touristiques a été réalisée avec le logiciel Sketch Engine. Le tableau qui suit permet de mettre en lumière les premiers résultats. Nous pouvons donc voir ici les lemmes, c'est-à-dire les formes canoniques d'un mot les plus fréquents au sein du corpus. Ces 9 termes ont des mots associés. Cette relation lemme-co-occurrence se mesure grâce au logdice. Il s'agit d'une mesure statistique pour identifier les collocations. Une collocation est une co-occurrence privilégiée, une association habituelle d'un mot à un autre au sein d'une phrase, un rapprochement de termes qui, sans être fixe, n'est pas pour autant fortuit. Par souci méthodologique, nous avons retenu les logdice supérieurs à 10. Plusieurs résultats émergent de ce relevé. D'abord, nous pouvons voir que les discours sur le végétal dans les guides touristiques relatent une expérience multisensorielle avec l'utilisation de termes comme essence, huile essentielle, parfum, qui connotent la mobilisation du sens de l'odorat. Pour le lemme fleur, par exemple, le Petit Futé parlera en ces termes. Les couleurs explosent et les senteurs embaument l'air, notamment dans le sud sauvage et dans l'est, où des cascades de fleurs multicolores dévalent les falaises. Finalement, les guides évoquent tous les sens du lecteur car le goût n'est pas en reste.
Le géoguide introduit son texte sur les fruits exotiques par « Après les sensations olfactives, les émotions gustatives ». Les généralités des guides sur la flore réunionnaise répondent à 3 types de visées discursives, pour reprendre Patrick Charodeau. On trouve la visée d'information, d'incitation et de démonstration. En effet, les passages explicatifs sont assez présents dans les guides. Le Lonely Planet raconte par exemple que les opérations de reboisement ont notamment porté sur l'introduction de cèdres du Japon, de philao et de palmiste. Le Petit Futé décrit également la consommation d'une partie particulière du bananier en s'adressant directement au lecteur. Quant au bananier, saviez-vous qu'on ne mange pas que ses bananes, mais aussi le bourgeon final, violet, appelé baba figue? Nous pouvons également citer des exemples d'explications sur l'usage des plantes à La Réunion. Le Vacois se reconnaît à ses racines aériennes et ses longues et épaisses feuilles vertes. Il a bien plus d'usages. Les feuilles servent à la fabrication de paniers, chapeaux, sacs à dos, les fameux bertels. Les racines sont bues en tisane, le pain se mange quant à lui en salade, tandis que le cœur, chou de Vacois, se déguste en curry. Malgré ces informations, le lecteur ne peut pas s'imaginer à quoi ressemble véritablement la plante, ni ses utilisations. J'ai essayé de rassembler quelques images pour illustrer mes propos dans la diapo suivante. Le cas du Vacois n'est pas isolé. On trouve aussi la remarque « Cultivé avant tout pour les essences de parfum, le vétiver est aussi utilisé pour les toits des cases ou pour le tissage des capelines et paniers ». En choisissant le terme « case » au lieu de « maison », le guide ancre davantage l'idée d'éloignement symbolique entre la Réunion et l'Hexagone. Cela induit aussi implicitement une culture et une population différentes, voire même une nostalgie du primitivisme, comme l'évoquait Rocha. Ce primitivisme apparaît comme hybride, masqué par des héritages tardifs du monde civilisé mal interprétés, car imposés par des conditionnements colonialistes. Les images insolites contribuent à faire de la Réunion une destination qui s'apparente à la France d'avant. Une part de mystère est toutefois conservée, et contribue par ailleurs à l'exotisation de la destination. En utilisant des termes que les métropolitains ne comprendront pas, les guides éloignent davantage symboliquement la Réunion de l'Hexagone. On trouve notamment de longues énumérations telles que le flamboyant, le frangipanier, le jacaranda, le grevillea, l'acacia et le mimosa, ou encore dans le Petit Futé qui indique il y a aussi les attes, les évis, les jujubes, le fruit à pain, les caramboles, les litchis, les vavangues, etc. Le mystère est également entretenu par la représentation de l'île similaire à un Éden. On trouvera des remarques comme « tout pousse sur cette terre bénie des dieux » ou des références à des arbres sacrés. Pour Karpanin Marimoutou, cette représentation de l'île remonterait à un héritage chrétien. L'île est ainsi propre à occuper dans les imaginaires européens la place d'un Éden, c'est aussi que dans la Bible, ce dernier est déjà défini comme une terre entourée d'eau. Comme nous l'avions annoncé, pour comprendre la place de la flore réunionnaise dans les discours de promotion touristique, il était nécessaire de s'intéresser à la fois au discours exogène ainsi qu'au discours endogène. Pour cette communication, nous allons porter une attention particulière au compte Instagram de l'IRT, principal promoteur de la Réunion. Au sein de notre corpus, composé de 100 publications, seulement 10 d'entre elles sont consacrées au végétal. Il s'agit de photographies de bananiers, de vanille, de 2 photographies de flamboyants, de 4 photographies de cocotiers, d'une forêt de théiers et d'un autre végétal indéfini. Voici quelques exemples. La première différence notable entre les discours endogènes et exogènes est liée au cocotier. Alors que le Petit Futé sur la Réunion évoquait que le cocotier, symbole des îles tropicales et arbre sacré dans de nombreuses cultures, est en revanche peu répandu, l'IRT choisit de donner aux internautes des codes, un topos de l'insularité,
qui leur sont familiers de par la littérature ou le cinéma. Le promoteur inclut donc des signes véhiculant des significations déjà connues du spectateur, comme nous l'avions déjà dit dans un précédent article consacré aux représentations de l'exotisme à travers les vidéos promotionnelles de l'IRT. En sciences de l'information et de la communication, on pourrait ici parler de ce que Stuart Hall appelle la position de décodage idéale, c'est-à-dire la position dominante hégémonique qui définit le phénomène par lequel un spectateur intègre directement et sans restriction le sens connoté d'informations télévisées ou d'une émission d'actualité et décode le message en fonction du code de référence qui a servi à le coder. Aussi, des émojis botaniques sont utilisés par l'IRT. Ils sont au nombre de 17. 4 palmiers, 5 feuilles d'arbre, 6 arbres, une fleur d'hibiscus et une banane. Ces émojis correspondent bien à l'imaginaire relatif à l'insularité. L'association des images publiées et des émojis donne donc à l'internaute tout un système de représentation basé sur une série de signes discontinus, pour reprendre l'expression de Roland Barthes. À ces images s'ajoutent les textes descriptifs publiés en dessous des photographies. Le message linguistique, présenté comme la description de ces images, est souvent très court. Mais selon Roland Barthes, ni sa place ni sa longueur ne semblent pertinentes. Un texte long peut ne comporter qu'un signifié global grâce à la connotation, et c'est ce signifié qui est mis en rapport avec l'image. Dans ce corpus, plusieurs constats se dégagent. D'abord, à l'instar des guides, l'IRT joue sur la diversité et la quantité d'espèces de plantes réunionnaises. L'IRT évoque les 1500 espèces du jardin des parfums et des épices, et le Petit Futé explique que la flore originelle compte environ 550 espèces de plantes à fleurs, dont 160 endémiques. Aussi, l'IRT cite plusieurs plantes plus ou moins connues des Européens, vanille, cocotier, théier, mais dans une autre mesure le flamboyant. Ces termes peuvent être considérés comme des réalia, c'est-à-dire qu'ils se réfèrent à une réalité propre au pays ou à la région de la variété de français ou qui en provient. Et selon Annick Farina, la catégorie des réalia se réfère d'abord à des objets, référents ou concepts, et non aux mots qui les désignent, les signifiants. Selon l'auteur, la charge exotique n'est pas liée à son écriture, mais plutôt à une lecture ethnocentrique. Par ces éléments, nous pouvons donc dire que l'exotisation de la Réunion passe également par la présentation de son végétal. Nous aurions pu évoquer d'autres aspects de la représentation de la flore dans la promotion touristique, mais le temps risque de nous manquer. Au terme de ces analyses, nous pouvons donc dire que même si la place du végétal ne dépasse pas les 10% dans la promotion touristique endogène, elle reste un argument de la mise en tourisme du territoire, une logique commerciale, comme le précise Jean-François Stazac. En effet, il semble que la flore soit réifiée en guise d'argument touristique au même titre que ses paysages, sa gastronomie ou ses pratiques culturelles. Les représentations cristallisées par les promoteurs touristiques laissent croire que la Réunion est éloignée aussi bien géographiquement que symboliquement des normes européennes. Cette volonté d'exotisation de la destination suit évidemment les logiques d'un discours de promotion qui doit donc être efficace pour attirer de potentiels touristes, mais à la lumière du passé colonial de l'île, il convient de rappeler que ces discours peuvent engendrer une représentation stéréotypée et laisser entrevoir un prisme post-colonial. Eket Vergopoulos qualifie l'insolite comme étant un adjectif qui sert à qualifier ce qui sort de l'habituel, de l'ordinaire. Ce qui est exotique pour les Européens ne l'est pas pour les locaux. Nous nous retrouvons donc effectivement face à une vision européocentrée du monde. Aussi, selon Marietta Chudakova,
Les bases pour l'attribution de la marque exotisme à un objet sont donc les suivantes. Premièrement, la nouveauté pour l'observateur. Deuxièmement, l'éloignement de l'observateur dans le temps. Cette tendance à cristalliser l'île dans une image de la France d'avant soumet ce département français à une nostalgie du primitivisme, comme l'évoque par exemple Carlos Alfonso López Lizarazo ou Glauber Rocha. Finalement, il serait intéressant de s'interroger sur la possibilité d'une autre communication touristique afin d'amoindrir cet européocentrisme. Comment le discours touristique pourrait-il être tout aussi performant sans pour autant devoir répondre par l'éloignement symbolique ? C'est ainsi la fin de ma communication. Je vous remercie pour votre attention.